Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Face avec quelqu'un que vous connaissez bien, si vous suivez l'émission, bien sûr, à Sud Radio, Fabien Bouglet. Fabien Bouglet, on est toujours heureux de vous recevoir. Et puis là, vous arrivez avec un petit enfant, enfin un enfant qui existait déjà, mais vous avez présidé à un nouvel accouchement et ce n'est pas une gestation pour autrui, loin de là. Énergie, transition et énergie, voilà comment les réseaux éoliens ont infiltré l'État. Nouvelle formule, absolument, qui est en kiosque après-demain. Il est disponible sur le site Transition et Énergie, on peut s'abonner ou on peut l'acheter, et il sera en kiosque à partir du 18 septembre. Alors justement, on va en parler bien sûr sur les France Énergie, le mythe du pétrolier, le PPE3, et on va commencer quand même parce que ça nous touche, et puis ça vous touche aussi, Fabien Bouglet, et tout est lié, il faut se rappeler, c'est la baisse de notation de l'agence Fichte. Vous avez évidemment vu ça comme tout le monde. Bon, ce n'est pas l'abîme, mais on peut se poser des questions, eu égard à la dette que nous connaissons tous, même pas question si c'était le chiffre, tout le monde le connaît, plus de 3 000 milliards de dettes. Hein, et ce qui se passe, c'est que on se dit, mais cette dette, il y a quelque chose qui est là, et j'en parle parce que vous avez vu ce qui se passe avec les PME, les petites entreprises, et donc tous disent dans ce qui ils n'arrivent plus à continuer, où ils ferment boutique, c'est le prix de l'électricité. Tous disent ça. Il n'y a pas une personne qui ne cite pas le prix d'électricité, l'explosion de prix d'électricité. Alors, où on est là-dessus, et effectivement, vous vous êtes bataillé, on va en parler, donc endettement, prix d'électricité, et on va parler sur ce qui s'est passé cet été, qui a été riche en événements. Ah oui, tout à fait. Alors, André Berkov, merci de me recevoir. Depuis des années, vous avez invité à chaque fois lorsque j'ai sorti des livres. Là, je crois que c'est un cri d'alerte que j'aimais peut-être plus important encore que les autres années, parce que là, on commence à subir les conséquences de ce que je dénonce et ce que j'alerte depuis des années et des années. Aujourd'hui, on est au pied du mur. Aujourd'hui, on est à deux doigts d'un énorme scandale d'État. Pourquoi ? Parce que vous l'avez dit, notre pays est endetté. Notre pays est endetté et des fonctionnaires qui ont rédigé une programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc, rappelons ce que c'est. Oui, la PPO. Rappelez ce que c'est, oui. C'est juste, en fait, fixer un cap sur les grandes lignes de la politique énergétique, dans quoi on va investir. Sur combien de temps ? Sur 10 ans. Sur 10 ans. Et rappelons que la PPE3, Programmation pluriannuelle de l'énergie, prévoyait une multiplication par 50 des éoliennes en mer, par 2 des éoliennes terrestres et par 4 des panneaux solaires. Et tout ça avec un coût monstrueux sur 10 ans de 300 milliards d'euros. Donc 10%. 300 milliards d'euros. 300 milliards d'euros. Donc on parle 10% de la dette. Exactement. Ouais. Et sans compter que comme c'est de l'argent que nous n'avons pas, c'est en réalité le tombeau des Danaïdes de l'argent qu'on n'a pas. Le tonneau des Danaïdes. Voilà. C'est-à-dire que c'est en réalité de l'endettement supplémentaire, puisque tous les ans, on a un déficit de l'ordre de 150 à 170 milliards d'euros. Et sans compter, attendez, parce qu'il faut le rappeler, les charges de la dette. Nous payons actuellement, sans diminuer la dette d'1 centime d'euro, nous payons 60 à 70 milliards. Voilà, alors c'est là où c'est un scandale. C'est là où cette programmation pluriannuelle de l'énergie qui envisage par décret de dépenser 300 milliards d'euros pendant 10 ans est un énorme scandale, parce qu'en réalité, qui paye derrière ? Eh bien, ce sont les consommateurs et ce sont les contribuables, les deux, sur la facture d'électricité. Et donc, en réalité, l'enjeu, c'est que nos petits commerçants, nos petits artisans se retrouvent dans une difficulté majeure. Nos industriels, Michelin a fermé 2 entreprises. Pourquoi ? Eh bien, parce que la facture d'électricité augmente. Elle augmente de manière importante et à un tel niveau que les gens ne peuvent plus, y compris nos concitoyens. Alors, Madame MacGregor, la patronne d'Engie, vient de faire une tribune dans le Figaro pour contester nos chiffres. Ouais. Madame MacGregor écrit une tribune « Énergie renouvelable, il ne faut pas dire n'importe quoi ». Ben oui, Madame MacGregor, il ne faut pas dire n'importe quoi, parce que les chiffres sont têtus. Les chiffres sont têtus, Madame MacGregor. Oui, c'est quoi ? Donnez-nous les chiffres, alors. Les chiffres, ils sont simples. Pendant l'été, il y a beaucoup de chiffres qui sont sortis en cachette. Et le premier chiffre, cet été, là. Cet été. Oui. Et cet été, là, le ministère de l'écologie
a sorti un rapport sur le prix de l'électricité en France et dans l'Union européenne en 2024. Et qu'est-ce que dit ce rapport du ministère de l'écologie? Qu'entre 2014 et 2024, la facture des Français électriques a été multipliée par 2. Et que en 10 ans. Et que entre 2023 et 2024, les prix ont augmenté de 18%, André. Les prix de l'électricité. 18% entre 2022 et 2024. Ce sont des faits factuels. Alors quand vous avez la commission de régulation de l'énergie, dont on reparlera, puisque je l'ai épinglé dans ce magazine, ou quand Madame MacGregor dit que les énergies renouvelables n'ont pas d'impact sur la facture, c'est une honte, parce qu'en réalité, les Français le voient bien. Ce n'est pas un sentiment d'augmentation de facture. C'est une vraie augmentation de facture. Parce qu'il y a beaucoup de lobbyistes qui diffusent sur les réseaux sociaux en disant « Oui, les chiffres de Fabien Bouglet ne sont pas bons, les chiffres du Centre de recherche pour le mix énergétique ne sont pas bons. » Rappelez-vous Xavier Moreno qui avait publié une tribune dans le Figaro pour dire que la facture avait augmenté, a été multipliée par 2. Eh bien, les faits sont têtus, c'est factuel. Le ministère de l'écologie nous dit que la facture a été explosée par 2. Et si on prend le chiffre aujourd'hui, la programmation pluriannuelle de l'énergie telle qu'elle est organisée contribuera à nouveau à une multiplication par 2 de la facture. Alors cette PPE qui avait été lancée, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle est passée? Elle a été promulguée? Apparemment non, elle n'a pas été promulguée. Elle n'a pas été promulguée. Il faut dire que nous avons agi, beaucoup de personnes, à la fois publiquement mais également dans l'ombre. Nous avons agi. En avril 2025, nous avons empêché que le gouvernement et le Premier ministre promulguent la PPE. Cet été, Marc Ferracci, ministre de l'Énergie, a annoncé dans un communiqué qu'il publiait la PPE 3, impactant les 300 milliards, le 1er août. Et en fait, le 1er août. En pleine vacances, évidemment. Voilà. On a en particulier, moi, transmis l'information sur des possibles conflits d'intérêts de Marc Ferracci, et ça, on peut y revenir, et de fait, la PPE 3 n'a pas été promulguée in extremis par le gouvernement. Et le lobby des éoliennes... C'est Bayrou qu'on sait, c'est Bayrou qui s'est opposé. Et le lobby des éoliennes s'est dit, mais si François Bayrou démissionne, il n'y aura pas de promulgation de PPE 3, et ils ont espéré jusqu'à la démission de François Bayrou d'une promulgation in extremis début septembre. Le problème, c'est qu'il y a un hic. Et en particulier, le problème, c'est Marc Ferracci, parce qu'on a découvert, en enquêtant, et ça, je demande aux autorités, en particulier à la haute autorité de transparence de la vie publique, d'enquêter sur la situation, que Marc Ferracci avait déclaré dans sa déclaration d'intérêt à la haute autorité de la transparence de la vie publique être propriétaire d'une holding à hauteur de 35%, la holding Icar Finance. Et en enquêtant dans les documents financiers d'Icar Finance, on découvre qu'Icar Finance détient 90% de groupe Secafi, et groupe Secafi Énergie a 30 consultants qui interviennent dans la formation et le consulting dans les énergies renouvelables, le déploiement du nucléaire et des réseaux électriques. C'est-à-dire que, en réalité, on peut se poser la question, y a-t-il ou pas un conflit d'intérêts dans l'action du ministre de l'Énergie, dans la rédaction de la PPE 3, dans la mesure où, au travers des actifs dont il était propriétaire, eh bien, ils intervenaient dans la filière. Donc c'est pour ça que je le dis au gouvernement, je dis aux autorités constituées, y a-t-il ou pas conflit d'intérêts? Alors, vous posez la question, Fabien Bouglet, évidemment, ou Marc Ferracci ou d'autres peuvent évidemment, sont absolument conviés et invités à répondre à l'antenne. Vous savez, nous sommes ici dans le contradictoire et c'est intéressant parce que Fabien Bouglet donne un certain nombre d'informations. Maintenant, est-ce que vous les démentez ou pas? Eh bien, l'antenne est libre, comme vous le savez, et vous pouvez nous appeler 0826 300 300 quand vous voulez. Mais alors, Fabien Bouglet, est-ce que ça a été promulgué ou pas aujourd'hui? Alors on parle. Promulgué. Ah, donc le PPE 3 n'est, à l'heure où on parle, il n'est toujours pas... La programmation pluriannuelle de l'énergie n'a pas été promulguée. D'accord. Elle peut l'être. Mais elle peut l'être encore par le ministre de l'Énergie. Alors, le nouveau ministre de l'Énergie. Tout à fait. Il n'a pas été nommé. Il faut rappeler une chose. Ouais. C'est qu'en même temps que la programmation alors c'est un peu du droit, mais en même temps, il y avait un travail parlementaire effectué par l'Assemblée nationale et le Sénat. Oui. Et
En fait, la programmation pluriannuelle de l'énergie version parlementaire est en cours de discussion et va être à la discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, dès qu'on aura un gouvernement. Et donc, il faut comprendre que les parlementaires, beaucoup de parlementaires ont hurlé en disant c'est inacceptable qu'un texte qui impact sur 300 milliards d'euros ne soit pas discuté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Vous avez les lobbyistes des éoliennes, dont on pourra reparler, puisqu'en fait, on les épingle dans leur infiltration des autorités de l'État dans le magazine. Eh bien, vous avez les lobbyistes qui veulent à tout prix passer en force. Pourquoi ? Parce que les appels d'offres des éoliennes ne peuvent pas être lancés tant que la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et donc, ça fait un moratoire de fait. Et donc, ils ne veulent pas attendre la fin du travail des parlementaires. Donc, mais si je comprends bien, donc aujourd'hui, quand même, je reviens là-dessus, c'est important, la fameuse PPE, et on a suivi tous, enfin, beaucoup ont suivi ce qui se passe, et la polémique, et les conflits, comme vous dites, notamment des conflits d'intérêts et autres. C'est-à-dire, est-ce que, quand même, restons non pas dans le droit, mais enfin dans la Constitution et dans la politique, est-ce que Fabien Bouglet, aujourd'hui, bon, il va y avoir un nouveau gouvernement, donc un nouveau ministre de l'énergie, est-ce que ça a besoin ou pas, le refus de la promulgation ou la promulgation ont besoin ou pas d'un vote à l'Assemblée ou au Sénat, ou aujourd'hui ça dépend du ministre de l'énergie. Je veux dire, pour être très précis, si arrive et quand arrivera, parce qu'il y aura un nouveau ministre de l'énergie, il peut lui décider de fait de dire oui, bah écoutez, moi la PPE, ça me paraît très bien, on promulgue ou pas. On peut tout à fait avoir un ministre de l'énergie avec la complicité du Premier ministre qui est co-signataire du texte, qui décide de passer en force sans attendre la fin du travail parlementaire. Ils peuvent tout à fait le faire. Ce sera attaqué en justice au Conseil d'État. Mais le problème, c'est que Raphaël Schellenberger, qui fait partie des outsiders pour être ministre de l'énergie, est quand même quelqu'un qui est problématique dans ses prises de position. Moi, je dis à Sébastien Lecornu, vous prenez un énorme danger en prenant un ministre de l'énergie qui est pour le en même temps, puisqu'il a déclaré dans le Point. Oui, mais alors Fabien Bouglet, donc si je veux bien, non mais je comprends, on va pas. C'est intéressant parce que le pressenti est dans le en même temps éolienne nucléaire, toujours. Oui, non mais après c'est sa prise de position. Je sais pas s'il a raison ou tort. Je n'ai pas la compétence pour le dire. En revanche, c'est intéressant de voir que c'est pour ça que je dis, moi je ne prends pas parti, mais le combat continue. C'est-à-dire, c'est ça, parce que à supposer que vous ayez, et je ne vous le souhaite pas, mais à supposer que vous ayez, le Premier ministre, il est nommé Sébastien Lecornu, à supposer que vous ayez un ministre de l'énergie qui dit mais on va y aller, et Lecornu dit d'accord, et le président de la République dit d'accord, parce que je pense que ça ne peut pas se faire sans l'accord du président de la République. Ça peut se faire sans l'accord de prix, il n'est pas signataire. Ça peut se faire sans l'accord, oui, il n'est pas signataire. Le Premier ministre, c'est publié au JO. Ce qui va se passer, c'est une crise institutionnelle. Parce qu'en fait, parce que un document de décret, c'est un pouvoir exécutif. C'est l'administration. Il faut bien avoir conscience. C'est la Direction générale de l'énergie et du climat qui rédige ce texte. Tandis que le travail parlementaire, c'est la souveraineté populaire issue de la Révolution française. Et en réalité, si le gouvernement venait à passer en force pour imposer un texte aux parlementaires, ça voudrait dire qu'il méprise le travail parlementaire des députés et des sénateurs. Donc ça voudrait dire que c'est une prise de pouvoir de l'exécutif sur le législatif, ce qui est contraire aux valeurs de la République. Certes. Donc mais enfin, on a vu d'autres exemples. Je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais on a vu d'autres exemples de mainmise de l'exécutif sur le législatif. C'est un véritable problème. C'est un véritable problème. D'autant que le problème, c'est que l'exécutif, nous avons pu enquêter et faire une enquête de 6 pages qui explique comment justement depuis 10-15 ans, l'exécutif a été infiltré par le réseau des éoliennes pour influer sur la décision du pouvoir exécutif. Alors, et c'est là la gravité de la situation. Mais alors Fabien Bouglet, je comprends, mais écoutez, vous avez exposé ça très bien, mais encore une fois, je voudrais revenir à ça, parce que, très important, qu'est-ce qui a fait, parce qu'il faut revenir à l'ARENH et tout ça, qu'est-ce qui a fait que
nous avions, on en a parlé, mais je crois qu'il faut en reparler. Nous avions le nucléaire. Oui. On a fait fermer Fessenheim, on ne va pas revenir sur les circonstances, etc. On avait l'électricité qui aurait dû être la moins chère du monde. Proglio et d'autres en ont parlé à moult reprises. On avait tout ça et qu'on a créé cette espèce de concurrence, vous savez, complètement factice, Tout à fait. où on a fait des gens qui ne produisaient rien et qui, eux, vendaient, enfin ce qu'on appelait entre guillemets des charognards. Je veux pas être méchant, mais je mets bien des guillemets. Est-ce que quand même quelque part, quel rôle aujourd'hui, avec le recul, a joué l'Europe, a joué les politiques dans cette histoire? Parce que on se retrouve, vous avez parlé du doublement du prix de l'électricité, vous avez parlé de ce qui s'est passé en 10 ans. Enfin, il n'y a pas que les éoliennes ou que les renouvelables. Qu'est-ce qui a fait? Est-ce que c'est CLBI seulement? Qu'est-ce qui a fait cette extraordinaire aberration qui consiste à ce qu'on avait le parc nucléaire le plus important civil, en tout cas de l'Europe, sinon du monde, et qu'on se retrouve à payer des sommes folles en électricité? La commission sur la souveraineté énergétique qui avait été réunie à l'Assemblée nationale... Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, on a juste une petite pause et on va répondre à ça, Fabien Bouglet. Et nous sommes toujours avec Fabien Bouglet qui relance le journal Énergie, le magazine Énergie. Et on va en parler, les réseaux éoliens qui ont infiltré l'État. Et surtout, je voudrais qu'on revienne à ça, c'est la question que j'ai posée juste avant la pause. Fabien Bouglet, on est les premiers en nucléaire civil et autres. Nous devrions avoir l'électricité la moins chère de la planète, au moins. Et puis, on se retrouve avec les chiffres que vous avez donnés en début d'entretien, 3 fois, et puis 10%, et puis 20%, et puis ceci, et puis les faillites, les naufrages d'un certain nombre de PME et d'autres. Mais et encore une fois, la reine, et puis cette fausse concurrence, etc. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé là? C'est les lobbyistes qui agissent, ou il n'y a pas, il y a quand même des politiques qui ont un peu, qui voient au-delà de leur bout du poche. Je voudrais expliquer pourquoi, parce que je viens souvent, et j'interviens depuis des années sur ce sujet, pourquoi j'interviens sur cette question de l'énergie. L'énergie, c'est le sang d'une société, c'est le sang de l'économie. Sans énergie, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de pays. C'est la quintessence de la souveraineté. Or, la déstabilisation de notre système énergétique depuis des années, et je vais y venir à votre question, est un enjeu majeur. J'ai réalisé avec la rédaction de mes livres sur les éoliennes, le nucléaire ou la guerre de l'énergie, à quel point c'était un enjeu fondamental. Puisque derrière, ce sont les emplois, ce sont des entreprises qui ferment. C'est la compétitivité industrielle. Moi, je reviens de Chine, j'étais en Chine. Il y a un essor incroyable aussi parce qu'ils développent leur système énergétique. Notre économie se développe avec l'énergie. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les Allemands, ils voyaient d'un très mauvais œil notre parc électronucléaire, mais aussi nos barrages. Parce qu'il ne faut pas oublier nos barrages. L'hydraulique, les barrages qui fournissent l'hydroélectricité, absolument. 10% de notre électricité. Il faut rappeler quand même une donnée importante. Le système électrique français fonctionne avec 70% avec les centrales nucléaire et 10 à 15% avec l'hydroélectricité. Ce qui fait déjà 82%. Voilà, ce donc qui est le quand même reste, pas mal. C'est un peu accessoire. Et ça fait que la France, non seulement avait l'électricité la moins chère, mais avait aussi dans la question climatique, un système électrique le plus décarboné, au point même que la France émet 10 fois moins de gaz à effet de serre que l'Allemagne. Eh bien, en fait, en réalité, et ça a été documenté, sourcé, il y a eu des opérations de guerre informationnelle depuis 10 ans. L'alliance entre l'Europe Écologie Les Verts et les Grünen en Allemagne. La gauche plurielle, souvenez-vous, avec Dominique Voynet, ça a commencé avec Dominique Voynet lors du gouvernement de Lionel Jospin, où il ferme Superphénix, où Dominique Voynet se vante d'avoir fait supprimer le nucléaire des énergies d'avenir au Parlement européen. Et avec l'arrivée de François Hollande, là, on a le summum. Et c'est là où c'est grave. C'est que François Hollande pactise avec Europe Écologie Les Verts et les Verts, a besoin pour des besoins strictement électoraux, d'ailleurs. Pour des raisons strictement électorales. Ouais. Et on sait, c'est documenté, qu'Europe Écologie Les Verts est en liaison directe avec les Grünen, les Verts allemands, qui font exactement le même procédé dans le cadre des alliances. Et en réalité, il faut bien avoir conscience
que les racines politiques de la politique énergétique entamées en 2012 et en 2013 sont celles qui continuent aujourd'hui avec les mêmes acteurs. C'est-à-dire que ce sont les acteurs qu'a installé François Hollande aux manettes du système énergétique qui sont encore en action. Ils sont en action aujourd'hui. Et ce qu'on dénonce dans le magazine Transition et Énergie, c'est justement deux acteurs clés. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails du dossier. C'est François Brottes, qui est député socialiste, qui fait toute la loi sur le développement des éoliennes et la baisse de la part du nucléaire à 50%. François Brottes, qui est ensuite nommé patron de RTE, le réseau de transport d'électricité, qui est une entreprise stratégique pour le déploiement des éoliennes. Et Xavier Piéchazic, qui est conseiller du président de la République François Hollande et qui est le maître d'œuvre, sinon l'architecte de la loi de la baisse de la part du nucléaire à 50% et du déploiement des éoliennes. Et ces deux acteurs sont l'un à la Cour des comptes aujourd'hui et l'autre patron de RTE, l'entreprise stratégique de la politique énergétique qui fait le raccordement des éoliennes au réseau. Donc en fait, il faut comprendre, et c'est ce qu'on dévoile dans le magazine Transition et Énergie, qu'on a aujourd'hui au cœur de la gouvernance et au cœur de l'État des personnes qui ont été... Non, parce qu'il n'est plus, pardon, Fabien Bouglet, il est à la Cour des comptes. Vous dites les deux, il ne peut pas agir à la Cour des comptes. François Brottes est à la François Cour Brottes. des comptes. Bah oui, il n'agit pas comme s'il était patron de... Mais par contre, Xavier Piéchazic, il est patron de RTE. Soyez précis là-dessus. Oui. Xavier Piéchazic est patron de RTE aujourd'hui, et il a été reconduit en urgence en juin dernier, et François Brottes est membre de la Cour des comptes, et on a d'autres informations sur la Cour des comptes, notamment un conseiller de Dominique Voynet, qui a été le patron et de la chambre chargée des dossiers énergie. C'est-à-dire que vous avez à la Cour des comptes des personnes qui étaient chargées de la politique énergétique avec Dominique Voynet et qui ont été chargées de faire des rapports sur le déploiement des éoliennes. Oui, donc voilà. Alors je rappelle pour tous ceux qui sont intéressés, parce que c'est capital pour ce qui se passe pour l'économie de notre pays, pour nous. 0826 300 300, 0826 300 300. Vous appelez quand vous voulez, que vous soyez d'accord ou pas avec Fabien Bouglet, qui explique un peu ce qui se passe. Mais alors, ce que je voudrais savoir, c'est on parle toujours de cette infiltration, vous en parlez là dans votre magazine, mais l'infiltration, d'accord, mais on a laissé faire. Alors si je comprends bien, parce que pour des gens qui s'infiltrent, on les laisse s'infiltrer. Alors comment, par exemple, on en a parlé ici avec vous, comment par exemple une cellule allemande s'est retrouvée au cœur du ministère de la Transition écologique français? Corrigez-moi si je me trompe. Eh bien, c'est une cellule qui s'est retrouvée au cœur et qui y est toujours. Et qui y est toujours. Alors où on parle, elle est toujours là. La cellule s'appelle l'OFATE. C'est-à-dire Office franco-allemand de la transition énergétique. D'accord. Et qui est au sein du ministère. Oui, dans les locaux de la DGEC. Alors pour bien comprendre, la DGEC, c'est la Direction Générale de l'Énergie et du Climat. C'est l'État profond qui a rédigé la PPE. Ce sont ces acteurs, qui ont dirigé la fameuse programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc la DGEC, au sein du ministère de l'écologie, est chargée de la politique énergétique et de rédiger la PPE. D'accord. Et elle est dirigée par Sophie Mourlon, qui est en fait la vraie ministre de l'énergie. C'est la directrice générale de l'énergie et du climat, mais c'est en réalité la ministre de l'énergie, on va dire de fait. Et on a découvert depuis des années qu'il y avait longtemps un bureau de coordination éolien franco-allemand, il y a 10 ans, qui s'est transformé... Qui existe depuis 10 ans. Qui existe même depuis 15 ans. Depuis beaucoup plus. C'était le bureau de coordination éolien franco-allemand. Avec des acteurs qui étaient les exploitants éoliens, etc. Et puis ce bureau, progressivement, s'est transformé en un office ministériel qui est très ambigu, puisque l'OFATE est un lobby
qui comprend les acteurs de l'éolien, qui comprend les acteurs du gaz, puisque le gaz se complète avec l'éolien. Donc vous avez Engie, vous avez RTE, vous avez BlackRock dans ce lobby. Vous avez les financiers. Est-ce qu'on peut avoir BlackRock qui ne soit pas quelque part? Voilà, donc BlackRock est membre de ce lobby. Vous avez des financiers qui sont ceux qui investissent dans l'éolien et perçoivent les revenus de la filière éolienne. Et cet office franco-allemand, son siège est à Berlin. C'est ça qui est important. C'est une association de droit allemand. Et quand on googlise l'adresse de ce lobby, l'OFATE. De l'OFATE. L'OFATE, son siège est à Berlin. D'accord. Et quand on googlise l'adresse du siège, c'est le ministère de l'économie et de l'industrie allemande. D'accord. Vous comprenez donc que ce lobby est un lobby allemand, de droit allemand, dirigé par un Allemand, et à ses locaux de représentation à la Direction générale de l'énergie et du climat. Intéressant. Et son directeur même, et c'est là où on voit l'infiltration, il n'a pas un email de l'OFATE. Quand on clique de manière officielle, il a un email écologie.gouv.fr. C'est-à-dire qu'on a un lobbyiste de l'éolien, du ministère de l'Industrie allemande, qui a des intérêts complètement contraires aux nôtres, puisque eux, ils promeuvent l'éolien couplé au gaz, et nous, on promeut le nucléaire couplé à l'hydroélectricité. Et ce système-là pénètre notre, je dirais, cœur nucléaire de la politique énergétique en étant présent dans le lieu même. Donc ça explique beaucoup de choses. Ça explique pourquoi, contre vents et marées, parce que beaucoup de gens me disent, mais Fabien Bouglet, ce que vous dites, c'est réel, mais comment se fait-il que notre pouvoir politique ne réagisse pas? Eh bien, le problème, et c'est ce qu'on dévoile dans le magazine Transition et Énergie, le problème, c'est que comme il y a eu des agents qui ont pénétré notre système de pouvoir énergétique et politique, eh bien, en fait, vous avez des personnes qui font une promotion en interne, non pas externe. Et c'est là la problématique, c'est que la plupart des lobbies de l'éolien, il y en a deux. Il y a France Énergie Éolienne qui est devenue France Renouvelable, et il y a le syndicat des énergies renouvelables, sont membres de ce lobby qui a son bureau au sein de la Direction générale de l'énergie et du climat. C'est un scandale d'État. Ça fait des années que... D'accord, mais attendez Fabien Bouglet, pourquoi il n'y a pas des lobbies du nucléaire? Ne me dites pas qu'il n'y a pas des lobbies du nucléaire quand même. Pourquoi ces lobbies du nucléaire, ou enfin en tout cas ces partisans du nucléaire ne réagissent pas? Je veux dire, ne réagissent pas. Vous le faites à votre manière. Ce qui se passe, en fait, c'est extrêmement simple. D'abord, effectivement, vous avez raison de souligner ce point. Ben oui, parce que les lobbyistes du nucléaire n'ont pas de bureau au ministère de l'écologie, équivalent. Parce que l'écologie, alors si, attendez, c'est très intéressant. Vous voulez dire que dans leur tête, dans leur logiciel, je dirais pas mental et autres, les écologistes sont toujours contre le nucléaire? Oui. Quelque part, c'est là. On peut dire qu'aujourd'hui, les écologistes, avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce qu'on sait, sont toujours contre le nucléaire. Tout à fait. Il y a un exemple tout à fait intéressant. Il y a eu, au niveau de la Commission européenne et du Parlement européen, deux alliances qui se sont construites. L'alliance des renouvelables, sous domination allemande, et l'alliance du nucléaire sous contrôle de la France. Et Agnès Pannier-Runacher, elle a voulu aller à la réunion de l'alliance des renouvelables, qui comprend l'Allemagne, l'Autriche... Qui était à l'époque était ministre de l'énergie. C'est ça. Elle veut aller à l'alliance des renouvelables en disant, mais nous, on est nucléaire, mais on est en même temps éolien. Oui. Voilà. C'est le cas, Eh bien, figurez-vous, André Berkoff, que quand elle a voulu aller, les Autrichiens qui faisaient le secrétariat de l'alliance des renouvelables de l'Europe, ont dit non, vous ne pouvez pas rentrer parce que vous êtes pro-nucléaire et donc vous êtes contre le renouvelable. Il faut bien comprendre une chose. Ils l'ont empêché? Ils l'ont empêché physiquement. Elle n'a pas pu rentrer. C'est-à-dire que vous avez une doctrine selon laquelle vous pouvez être dans le en même temps nucléaire renouvelable, mais en réalité, le renouvelable est le prétexte pour faire une politique antinucléaire. Parce que ça déstabilise les centrales nucléaires, il y a la priorité de réseau des éoliennes sur le nucléaire, et donc vous avez énormément d'éléments qui font que, en réalité, le en même temps nucléaire, énergie intermittente,
constitue un énorme problème. Vous avez eu d'ailleurs un rapport du patron, du directeur de la sûreté d'EDF qui a fait un rapport en février dernier pour expliquer que le trop-plein d'énergie intermittente dans le réseau abîmait physiquement les machines nucléaires. On en a parlé. On va tout de suite, après une petite pause, on va continuer de parler de cela. C'est un enjeu majeur absolument. Et on va continuer d'en parler avec Fabien Bouglet. Le nucléaire, le renouvelable, quand même posant les questions. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Fabien Bouglet à l'occasion de la sortie du magazine Transition et Énergie. Évidemment, sur les renouvelables, l'électricité, on va parler longuement. Et je dois dire, avant de recevoir notre auditrice, Fabien Bouglet, vous avez eu un sacré allié, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, en la personne d'un certain Donald Trump, qui, il y a 3 ou 4 jours, a fait vraiment une sortie à la Trump, parce que lui, les nuances, il sait pas ce que c'est, le mot nuance, il doit absolument pas savoir ce que c'est. Il dit, mais, qu'est-ce que c'est que ce renouvelable, ces trucs, ça sert à rien, c'est une arnaque totale. Mais lui, il s'est vraiment défoulé, et puis il a dit, écoutez, arrêtez de nous emmerder avec le truc de pollution. La Chine, c'est, nous, les pays européens, c'est rien. La Chine, ça fait 40% de pollution, c'est la Chine, etc. Et il a dit, mais vous êtes en train de non seulement de nous alarquer, mais de faire peur aux gens avec ça, et ça sert à rien. Voilà, c'était en passant, mais je crois que nous avons une Chantal. Notre Chantal nationale qui nous appelle de Bastia. Bonjour Chantal. Bonjour André. Je sais pas si je suis nationale. Ah si, vous l'êtes. Et je voudrais remercier Fabien Bouglet pour tout le travail qu'il fait. Je veux dire, malheureusement, la France avait 30 ans d'avance avec De Gaulle, maintenant on a 20 ans de retard. On a laissé nos centrales nucléaires que nos pères et nos grands-pères, nos grands-mères et nos mères ont payé. Je veux dire, le problème qui se pose réellement, c'est que si l'Allemagne a perdu la guerre militaire, elle est en train de gagner la guerre économique. Depuis, après 45 même, ça a commencé. Mais aujourd'hui, on en est à nous emmerder sur l'empreinte carbone et tout ce qui s'ensuit. Là, justement, tout ce qui est hydroélectrique, on a été obligé de les privatiser. C'était un ordre de la Commission européenne, alors qu'elles étaient nationales. On a privatisé, nationalisé, reprivatisé notre fleuron, qui était EDF. Aujourd'hui, on va se payer 20%. Non, c'est pas privatisé. EDF n'est pas privatisé, Chantal, attention. Elle n'est plus privatisée, elle a été renationalisée. Elle a été renationalisée, non, je vous dis pas ça. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. longtemps. Il n'y a pas tous les partis. Philippe Brun, député socialiste Philippe Brun, qui avait nationalisé. Exactement. Allez-y, Chantal. Ils sont renationalisés. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est à qui profite le crime. Les éoliennes, les écolos, ils sont bien gentils, ça tue des milliers d'oiseaux. D'accord ? On ne fabrique rien dans l'éolienne. Avant, on exportait de l'électricité. Maintenant, tout juste, on n'en importe pas. Il faut remercier aussi M. Sarkozy, qui nous a alignés avec la reine et le marché de l'électricité européen, où on paye le gaz autant que l'électricité. C'est-à-dire que nous, qui avons fait des efforts considérables concernant notre énergie pour que nous soyons souverains, aujourd'hui, grâce à l'Union européenne et à tous les traîtres de droite comme de gauche qui n'ont pas su défendre cette souveraineté, on en est à payer 20% de TVA depuis le 1er août. Donc on estime que l'énergie n'est pas quelque chose de première nécessité. Comment voulez-vous que notre économie se développe quand on a une énergie aussi chère ? Et pour les particuliers, les ménages, et pour nos entreprises. Voilà. Et merci à M. Bouglet parce qu'il fait un travail extraordinaire. Mais voilà, il y a beaucoup trop de conflits d'intérêts. Je pense qu'il y a des corrompus au milieu de tout ça. Voilà, les lobbies et tout le reste, alors que nous étions complètement souverains par notre énergie. Merci Chantal, effectivement, je crois que vous avez, en tout cas, vous avez donné votre opinion et je crois qu'elle est faite. Mais alors justement Chantal, vous avez soulevé un point, je voudrais qu'on revienne, 20% de TVA sur l'électricité. Oui, tout à fait. Pendant l'été, ils ont augmenté la TVA sur l'électricité. Qui était de 5,5.
Un taux réduit, donc il y a une augmentation. Parce qu'en fait, vous avez. Ils jouent sur la facture d'électricité parce que vous avez des baisses de certaines parties. Donc ils en profitent en augmentant une autre, ce qui fait que ça reste à l'équilibre. Mais il y a effectivement eu une augmentation. Vous savez, vous avez aussi là la Commission de régulation de l'énergie qui a publié un tableau cet été qui montre que toutes les énergies sous obligation d'achat, c'est-à-dire les énergies subventionnées, éoliennes en mer, éoliennes terrestres, biogaz, panneaux solaires, tout ça, ça représente 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros en augmentation de 2 milliards cette année. C'est-à-dire que le coût est de 10 milliards d'euros. Le coût d'achat prévu par EDF, 10 milliards d'euros. Eh bien, tout ça, EDF doit payer tout ça, 10 milliards d'euros. Donc, tout ça, ça se répercute sur la facture des Français. C'est pas de l'argent magique, hein. C'est pas l'État. Rappelez-vous, François Hollande, c'est l'État qui paye. Moi, je voudrais remercier Chantal, parce que ça me fait chaud au cœur. C'est vrai que je travaille d'arrache-pied pour les Français, parce que je sais l'importance que ça représente. Et le magazine, si je l'ai racheté avec d'autres associés, c'est parce que avec les informations qu'on diffusait sur Sud Radio et dans d'autres médias, on sentait qu'il y avait besoin d'informations. D'ailleurs, il y a un sondage qui montre que les Français veulent de l'information sur l'énergie. Et donc, pour étoffer la connaissance sur l'énergie de manière grand public, mais aussi de manière très professionnelle, on a repris ce magazine. Et d'ailleurs, puisque vous parliez de la Chine, on a publié une map monde avec les émissions de gaz à effet de serre. Oui, alors donnez-les-nous, 26%, alors émissions mondiales de carbone, Chine 26,2%, c'est là, Inde 7,7%, États-Unis 11,5%, et tout caché là, France 0,7%. Ah, pas mal. Voilà. Donc on est en train 0,7%, et c'est nous qu'on accuse les grands pollueurs. Voilà. Donc on veut imposer les ZFE aux Français, on veut imposer les diagnostics de performance énergétique aux Français, on veut imposer la PPE 3. Pourquoi ? Pour compenser les émissions de gaz à effet de serre de la Chine, des États-Unis et de l'Inde. Dans quelle situation sommes-nous ? Sans compter que les éoliennes qu'on installe maintenant sont des éoliennes chinoises, puisque l'Allemagne et le Danemark... En plus, c'est même pas fabriqué en France. Elles ne sont pas fabriquées en France, et elles sont faites avec des centrales au charbon. Donc, vous voyez, tout ça est très paradoxal, et il faut vraiment qu'on en finisse. Eh bien, écoutez, on va continuer à parler de ce paradoxe, je dirais presque de ce délire, après cette petite pause, avec Fabien Bouglet. À tout de suite sur Sud Radio. Le nucléaire, le renouvelable, les intermittentes ou temps du spectacle. On en parle avec Fabien Bouglet et avec son magazine, et on lit son magazine Énergie, Transition et Énergie. Je crois qu'on a quelqu'un. Et on accueille Adèle qui nous appelle de Paris. Bonjour Adèle. Oui, bonjour. Je voulais vous remercier, Monsieur Berkoff, ainsi que Monsieur Bouclé, de vos interventions, parce que grâce à vous, on a vraiment des informations fiables. Je voulais juste vous signaler le parc éolien offshore qui est en train d'être installé en face d'Aromanche, qui va être une véritable horreur. Bon, je ne reviens même pas sur l'inutilité de la production électrique de cette chose-là, mais c'est que penser que ce site, ô combien emblématique, puisque c'est le premier lieu qui a été libéré en 1944. Bien sûr, le débarquement, etc. Voilà, les plages de Juno, Sword, etc., va être vu derrière des barreaux. Parce qu'à l'horizon, vous aurez les mâts de ces dizaines, voire peut-être centaines d'éoliennes qui vont être devant les plages. Sans compter évidemment les dégâts faits au fond marin, parce que tout ça est implanté sur des socles en béton monstrueux, etc. Adèle, on ne va pas être démagogique, on ne va pas dire que c'est la nouvelle occupation, mais on peut se poser des questions. Oui, Fabien. C'est symbolique. C'est qu'en plus, à Aromanche, les éoliennes sont des éoliennes allemandes. Il y a quelque chose quand même de fantastique dans cette affaire. C'est-à-dire que la place du débarquement va être occupée par des éoliennes allemandes. Fabrication allemande, oui. C'est quand même très grave. Alors, je voudrais rajouter un point quand même fondamental, c'est que le dossier d'Aromanche ou le dossier des éoliennes de Noirmoutier, ça n'est que 1/50e de ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire 50 si la PPE passe. Si la PPE passe, ils veulent immédiatement faire les appels d'offres pour lancer le début de 50 centrales éoliennes en mer équivalentes de celles d'Aromanche. C'est tout
le littoral marin français. Il y a aussi le projet au large au Finistère Nord, au large de Carantec et de Roscoff, qui est aussi impacté. Donc, c'est une véritable résistance énergétique qu'il faut mettre en place. Ça n'est pas possible de laisser notre pays être envahi par ces énergies intermittentes qui, en plus, ruinent les Français et le budget de la France. Alors justement, Fabien Bouglet, je voudrais qu'on termine un peu là-dessus, c'est important. Il y a eu tout ce qu'il y a eu, il y a tout ce qu'il y a, effectivement, et comme vous dites, la PPE peut être parfaitement promulguée si on le décide, même s'il y a après, et je sais que vous continuerez à le battre, mais comment il se fait que il y a des lobbies aussi pour le nucléaire, ou les partisans du nucléaire, et il y a eu le nucléaire, la volonté politique d'un De Gaulle, d'un Mesmer a fait ce qu'il a fait, on va pas revenir là-dessus. Mais comment ça se fait, expliquez-moi, qu'on les entend ou qu'on les voit ou qu'ils s'activent, en tout cas apparemment beaucoup moins que les lobbyistes des intermittents ou des renouvelables? Eh bien, c'est une excellente question. La première chose, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose fondamentale après la Seconde Guerre mondiale. De Gaulle, pour redévelopper l'économie française, crée le commissariat à l'énergie atomique. Nucléaire civil, nucléaire militaire. Production d'électricité. Eh bien, depuis quelques années, le commissariat à l'énergie atomique est devenu commissariat à l'énergie atomique et aux énergies nouvelles. C'est-à-dire que vous avez au sein du commissariat à l'énergie atomique des agents favorables à la filière éolienne allemande. Donc voilà une autre infiltration, voilà un autre scandale. Le commissariat à l'énergie atomique, qui est le cercle nucléaire de notre politique nucléaire française, est dans ces locaux, vous avez des agents de diffusion et d'influence comme il y a des Allemands dans les locaux de la transition énergétique. Ouais. Donc c'est tout ce panorama qu'on met en exergue. Mais dans comment le ça se fait? Qui a fait fait que ce commission d'énergie atomique, on a ajouté tout énergie? Ça s'est établi au moment de François Hollande. C'est-à-dire et vous avez la SFEN, Société française du nucléaire. Alors vous avez, comme quand Macron a fait la volte-face sur le nucléaire, on a dit à la filière nucléaire, attention, on veut bien développer le nucléaire et le relancer, mais il va falloir que vous pactisiez et que vous fassiez allégeance à la filière éolienne. Et on a vu, si vous voulez, une sorte de chantage qui a été fait et qui a été rappelé encore récemment par la directrice générale de l'énergie et du climat. Si vous voulez qu'on développe le nucléaire, si vous voulez qu'il n'y ait pas de fermeture de centrales nucléaires, il faut développer les énergies intermittentes. Ah oui. Et donc, vous avez on vous donne des choses potables, mais pas sans l'autre. Voilà. Et donc, le seul lobby et la seule groupe d'influence vraiment indépendant. Alors, pour la SFEN, Société française du nucléaire, c'est contesté. C'est-à-dire que la présidente de la SFEN aujourd'hui fait l'objet de grandes contestations de sa base, qui dit non, c'est pas possible que la SFEN soit un acteur allié avec la filière éolienne. Et on ne le comprend pas. On le comprend d'autant moins que la présidente de la SFEN est une polytechnicienne et que donc la science dirige quand même cette affaire. Donc vous avez, par contre, dirigé par Bernard Accoyer, Patrimoine nucléaire et climat, qui elle est une association indépendante de la filière nucléaire, qui n'est pas financée par la filière nucléaire, et qui promeut le nucléaire et le développement du nucléaire sans être pollué, si je peux utiliser ce mot, par la filière éolienne intermittente. Et de ce fait, Patrimoine nucléaire et climat a une liberté de parole et peut organiser des événements, des colloques ou des conférences. Moi, je participe par Zoom de temps en temps, et effectivement, c'est de grande qualité. Le problème, c'est que la France ne dispose pas d'un lobby éolien puissant en France et au niveau lobby européen. Nucléaire, vous voulez dire, parce lobby nucléaire éolien puissant, parce que elle a les pieds plombés par la filière éolienne, qui est liée à cette fameuse infiltration de l'État par les réseaux éoliens que nous dénonçons dans le magazine qui est à disposition sur Internet. Tout à fait, et on en a parlé, on en reparlera, mais quand même, Fabien Bouglet, on comprend pas, alors c'est quand même bizarre, que plus de députés, il y en a bien sûr, plus de députés, plus de sénateurs, etc., ne se manifestent pas, comme vous le faites, vous n'êtes pas... Vous avez le Vincent Louot, qui est sénateur Horizon, qui est venu sur votre antenne, qui mène un combat qui serait tout à fait parfait pour être ministre de l'énergie. Vous avez Maxime Amblard, qui est un député Rassemblement National, qui est un ingénieur nucléaire, qui fait un gros travail. Vous avez Philippe Brun, que j'ai cité tout à l'heure, député socialiste, qui a fait un énorme travail. Donc à droite et à gauche, il y a des gens qui très bien.
réagissent. Le problème, c'est qu'au Sénat, eh bien, vous avez eu toute la polémique avec les Républicains cet été, juste avant le départ en vacances, rappelez-vous, où Bruno Retailleau, François-Xavier Bellamy et Julien Aubert ont pondu une tribune formidable suite au fait qu'on annonçait que, Jean-François Copé était avocat de filière éolienne et menaçait un village de condamnation de 44 millions d'euros. Donc vous avez, au sein des groupes politiques, des lobbyistes de l'éolien qui essayent d'influencer, mais aussi vous avez des gens très bien qui ont une vision de souveraineté énergique pour la France, OLR, ORN, à l'UDR, également au Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, LFI, malheureusement, eux, ils sont complètement éoliens et pro-éoliens, de même qu'Europe Écologie Les Verts. Ce sont des indécrottables. Eh bien, écoutez, le combat continue, en tout cas, et on continuera, nous, d'en parler. Merci, Fabien Bouglet. Je rappelle votre magazine, votre petit enfant, le dernier, Transition et énergie, comment les réseaux éoliens ont infiltré l'État. Il est en vente à partir d'après-demain, mais il est déjà en vente.